Bonjour, ici Samuel Degrosse. Aujourd'hui, nous recevons Mathis Sasseville, étudiant en sciences humaines au Collège Saint-Andrew, qui pourra nous éclairer sur l'impact et l'importance du mouvement hippie Peace and Love lors de l'époque contre-culturelle aux États-Unis. Ainsi, le contexte de la société américaine est particulier au tournant des années 1950, laissant place à une contre-culture. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi? Merci de me recevoir, Monsieur Degrasse. C'est très apprécié. Je suis heureux d'être là. Donc, euh, En fait, il faut comprendre que pour débuter, le mouvement Peace and Love se dessine au sein d'une société qui est en pleine contre-culture, où des idéologies particulières sont prônées, comme le bien collectif, l'amour du prochain, la contestation aux grandes institutions, la prospérité de l'environnement et le pacifisme, notamment le refus de s'engager dans le conflit armé qui se déroule au Vietnam lors de cette période. De fait, la culture dominante installée dans la société américaine à cette époque-là est celle de la société moderne, c'est-à-dire d'une société qui est marquée par des fortes valeurs individualistes. Par le fait même, l'économie capitaliste, prônant l'exploitation du potentiel humain par l'individu en soi, propulse un phénomène d'urbanisation au sein de la société américaine, ce qui fait en sorte que les technologies se complexifient et mènent à l'interposition de la machine entre l'humain et la nature. Ainsi, par un manque de préoccupation, la nature sera soumise à l'humain et à sa surconsommation, laissant place à une insouciance totale des impacts environnementaux pouvant suivre de tels comportements. Par ailleurs, il faut aussi comprendre que l'augmentation significative de la démographie de l'après-guerre, qu'on appelle aussi le baby boom, fait en sorte qu'au courant de la décennie de 1960, le mouvement Peace and Love gagne clairement en popularité. De plus, la jeunesse du baby boom jouit d'opportunités quasi immanquables de créer de nouveaux mouvements sociopolitiques, comme le Peace and Love, par l'avènement d'une redéfinition individuelle et collective, qui est caractérisée par de nouvelles possibilités d'accomplissement personnel. En ce sens, le tout sera entre autres possible par l'enseignement de concepts psychologiques novateurs poussant l'individu à développer son côté autonome et initiateur. Cela étant dit, le contexte socio-économique de la société moderne américaine de l'époque fait en sorte qu'une contre-culture émerge et laisse place à la création de mouvements sociopolitiques tels que le Peace and Love. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis d'Amérique se voient en transformation sociétale. Qu'est-ce qui pousse justement la société américaine à changer? Donc, ce qui pousse la société américaine à changer, c'est d'abord, comme mentionné précédemment, une période qui est remplie de changements tels qu'une augmentation prononcée de la natalité à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en plus d'une confrontation idéologique entre la gauche communiste soviétique et la droite capitaliste individualiste occidentale. En fait, cette confrontation s'achemine sur le plan sociopolitique et économique à l'échelle tant nationale qu'internationale. Ensuite, le baby boom est un phénomène démographique important où, au milieu de la décennie 1960, 40% des Américains ont moins de 20 ans, ce qui aidera grandement cette population de jeunes adultes, appelée la génération du baby boom, à avoir un certain pouvoir par la force du nombre. Pardon. Aussi, à cette époque, le communisme et le capitalisme s'affrontent dans une guerre idéologique, comme mentionné précédemment, l'un de gauche et l'autre de droite. En effet, les deux grandes puissances que sont les États-Unis et l'URSS s'opposent dans une guerre par procuration, c'est-à-dire que les deux pays s'opposent sans combat armé, mais ils supportent d'autres forces militaires qui, elles, par contre, se combattent réellement. D'une certaine façon, ce conflit est l'une des causes qui poussent au mouvement de contre-culture, puisque les baby boomers sont une génération dont la plupart des parents ont été impliqués dans la Deuxième Guerre mondiale. Ainsi, ne voulant pas revivre ce que les parents ont vécu, les baby boomers s'y opposent ardemment. Par le fait, en soi, le conflit qui est certainement le plus représentatif d'une implication opposée entre ces deux grandes puissances est celui de la guerre du Vietnam. Ensuite, un grand mouvement de contestation face à l'envoi de troupes américaines au Vietnam prend place au sein de la jeunesse qui, rappelons-le,
constituent un peu moins que la moitié de la population des États-Unis d'Amérique. De plus, la jeunesse devient davantage instruite et éduquée, ce qui est une caractéristique marquée. Elle passe en fait de 3,2 millions d'étudiants universitaires en 1960 à plus de 7 millions en fin de la décennie. À cet effet, les milieux universitaires deviennent des centres contre-culturels, chauds, par leur volonté de contester le conformisme que tentent de leur imposer les grandes institutions, notamment en lisant certaines œuvres des Beats, qui prônent la remise en question des attentes et du mode de vie conformiste de la société américaine de l'époque. Sans oublier l'effet qu'ont les médias de masse sur la surconsommation des Américains, en projetant l'image du rêve américain et du self-made man. D'ailleurs, avec la massification de l'idéologie des Beats auprès de la jeunesse américaine, la presse écrite caractérise les fervents de cette nouvelle culture comme étant des beatniks. C'est donc par l'ensemble de ces phénomènes que la société américaine se voit en période de transformation sociétale. Le mouvement Peace and Love devient populaire au tournant des années 1960. Pourriez-vous nous préciser dans quel climat et pourquoi ce mouvement marquant prend forme et aussi qu'est-ce que signifie le mot hippie? Cette question-ci est un peu semblable à la question précédente, mais ce n'est pas très grave puisque je vais tenter de synthétiser certaines informations que j'ai déjà mentionnées, en plus de mettre une définition un peu plus précise sur le terme hippie. Donc ça va comme suit. Comme j'ai mentionné auparavant, suite à la Seconde Guerre mondiale, il y a une rivalité idéologique qui s'installe entre les Américains et les Soviétiques, surtout par une guerre de procuration qui prend place entre les deux puissances, les deux grandes puissances, je veux dire. Et puis, ces deux grandes puissances sont impliquées dans plusieurs guerres à outrance, dont la guerre du Vietnam. En effet, l'envoi de troupes américaines au Vietnam sera vivement critiqué, comme on l'a vu, par le mouvement Peace and Love qui prône l'amour et la paix, d'où le fameux slogan que vous avez probablement déjà entendu, Faites l'amour et pas la guerre. Ce conflit-là est effectivement l'une des nombreuses causes du mouvement de contre-culture, sans oublier qu'on observe dès les années 1960 l'avènement du terme contre-culture par l'historien Théodore Roszak, qui décrit justement cette contre-culture comme étant une sous-culture partagée par un groupe d'individus qui se distingue par une opposition volontaire à la culture dominante ou en anglais on peut appeler ça la culture mainstream. Ainsi, on peut comprendre que le mouvement Peace and Love rejette le mode de vie traditionnel américain, selon lequel la famille et le travail sont mis de l'avant et conteste les grandes institutions qui jugent opprimantes et conformistes. En fait, le modèle familial est souvent associé à celui de la famille nucléaire, où toute la famille tourne autour du modèle paternel. Cela dit, les jeunes hippies ont développé leur propre mode de vie, ayant leur propre style, leur propre diète et leurs propres idéologies. De plus, cette nouvelle génération prône la liberté sexuelle et des innovations comme la pilule contraceptive qui devient de plus en plus populaire permettent justement à cette jeunesse d'avoir une liberté sexuelle accrue. Aussi, les adeptes du mouvement Peace and Love rejettent le mode de vie traditionnel américain, c'est-à-dire qu'ils rejettent l'idée du mariage et de fonder une famille et toutes les valeurs religieuses traditionnelles qui s'associent avec ces concepts selon lesquels le sexe, ne devrait pas être pratiqué avant le mariage. Ceci dit, avant de poursuivre avec une définition plus précise du mot hippie, je vais vous laisser avec l'écoute d'un court extrait sonore d'un reportage de Decades TV Network s'intitulant Les hippies changent une génération. Ça va comme suit. And drop out. In other words, they became hippies. The long hair, the stoner speech patterns, the peace symbols, and the flower power. At the time, they were viewed as a very real threat to the American way of life. In addition to opposing the war, hippies advocated communal living at a time when communism was the country's ideological enemy.
They spurned the work ethic in an era when people defined themselves by their jobs. They embraced Eastern philosophies and religions that were alien to most Americans, and they took over whole neighborhoods, most famously San Francisco's Haight-Ashbury district, where 100,000 hippies settled in for 1967's Summer of Love. But most alarming of all to 60s America was the hippie embrace of marijuana. Nearly everyone in the hippie community smokes marijuana, whether they call it pot, grass, hemp, gauge, joint, or Mary Jane. The marijuana is the basic background for the shared drug experience. The experience is shared to such an extent that roach pipes are always in demand. The new generation, whether they are runaways or rebels in residence, use marijuana as a symbol of discontent with the basic values of the establishment. Ensuite, la signification du mot hippie est bien simple. En effet, il dérive des mots hip et hipster que l'on associait aux jeunes de la génération beatnik lors des années 1950 qui sont considérés comme, par plusieurs, comme étant les précurseurs de la génération hippie. Il désigne les membres de la contre-culture, rejetant les valeurs et le mode de vie traditionnel américain, encore une fois, dans les années 1960 et 70. Ces derniers étaient grandement en faveur de l'utilisation de drogues psychotropes et psychédéliques, notamment la marijuana et le LSD, connu aussi sous le nom d'acide, puisqu'elle leur permettait d'élargir leurs pensées et leur ouverture d'esprit. De plus, la musique est un concept fondamental de la culture hippie que mon collègue du Collège Lionel Groulx abordera un peu plus tard dans cette entrevue. Et par le fait même, plusieurs artistes de genre folklore et rock s'identifiaient au mouvement de contre-culture et incarnaient des valeurs hippies dans leurs œuvres. Enfin, elle permet ainsi à cette génération de se réunir par sa force du nombre, mais surtout par son pouvoir d'unification et de collectivité autour de certaines idées qu'ils partagent. Suite à l'entrevue très pertinente que nous venons tout juste d'avoir avec M. Sasseville, étudiant au Collège Lionel Groulx, nous recevons maintenant son collègue de classe, Samuel Degrasse, qui pourra nous éclairer sur certaines questions du mouvement Peace and Love. En fait, au courant de l'histoire, les différents mouvements sociaux ou politiques, comme le mouvement Peace and Love d'ailleurs, sont marqués par des événements souvent importants. Suite à cela, Monsieur Degrasse, pourriez-vous nous mentionner un événement marquant du mouvement Peace and Love et, si possible, nous l'expliquer, s'il vous plaît? Un événement marquant de la culture hippie et du mouvement de contre-culture est sans aucun doute le festival Woodstock qui s'est déroulé du 15 au 18 août 1969. Environ 50 000 billets avaient d'abord été vendus par les promoteurs pour ce festival ayant comme tête d'affiche des artistes tels que Jimi Hendrix. Au final, ce sont pas moins que 400 000 personnes qui ont pris part au festival. Malgré l'organisation douteuse et l'intempérie, l'événement fut un véritable succès. En effet, malgré les imprévus, les hippies ont pu socialiser et fraterniser grâce à la qualité des artistes, de leurs performances et l'utilisation de marijuana et de drogues psychédéliques. L'importance du festival de Woodstock pour le mouvement Peace and Love réside dans sa portée culturelle. En effet, les jeunes voulaient démontrer leur engouement face à une société plus pacifique. Il est à noter qu'un an auparavant, d'importantes émeutes politiques avaient eu lieu à Chicago où des étudiants protestaient contre la guerre du Vietnam de façon violente. Cependant, le festival de Woodstock, quant à lui, ne se voulait pas politique. Il n'y avait pas de violence ni de haine. Au contraire, il y avait une soif de fraterniser et de partager avec les autres présents quelque chose de spécial. Ainsi, on pourrait décrire ce mouvement étudiant comme étant une révolution culturelle et non politique. Au final, Woodstock aura été plus qu'un simple festival de musique. Il aura été un événement où la jeunesse hippie a présenté sa force et ses ambitions. Elle a aussi démontré aux générations adultes qu'elle valorise un esprit de paix et de communauté. Le festival a également prouvé que la musique avait une place fondamentale dans la culture hippie, puisqu'elle permet à chacun de se réunir et de s'unifier. Merci pour ces explications des plus claires, M. Degrasse. Maintenant, passons à la question suivante. Donc, dites-moi, dans tout grand mouvement sociopolitique et culturel, de grands personnages marquent l'esprit des gens par leur implication dans la cause. Ainsi, au niveau du mouvement contre-culturel Peace and Love, quels seraient les grands acteurs
actrices de la cause. En fait, les acteurs importants du mouvement Peace and Love sont variés et nombreux. C'est des écrivains, des artistes, des chanteurs, des figures politiques, etc. En effet, des figures considérées comme très importantes au sein du mouvement Peace and Love seraient certainement Jack Kerouac et Allen Ginsberg. Le premier étant créateur d'un récit intitulé On the Road, où ce dernier décrit le mode de vie nomade et libre qu'il suit lors d'un périple. Ensuite, Allen Ginsberg est lui aussi écrivain. Lui, c'est le créateur du recueil Howl and Other Poems, dans lequel il dénonce le visage caché de la société américaine, qui caractérise comme étant dans un sommeil anesthésiant, marqué par une culture de masse, dirigée par la presse et les grandes institutions américaines. À cet effet, Jack Kerouac et Allen Ginsberg sont considérés comme les précurseurs du phénomène hippie et par le fait même Peace and Love. Autrement dit, ces deux hommes étaient les premiers à installer l'idée d'une contre-culture et par le fait même d'une critique du conformisme et des normes sociales auxquelles est soumise la population américaine, comme la division sexuelle des tâches ainsi que l'idée d'être sujet à une certaine autorité institutionnalisée. De plus, des artistes comme Country Joe McDonald, qui ont performé au grand événement de Woodstock, étaient aussi des figures marquantes du mouvement Peace and Love. D'ailleurs, Country Joe McDonald a performé à Woodstock une chanson populaire qui s'oppose directement à l'intervention des États-Unis dans la guerre du Vietnam, s'intitulant « I Feel Like I'm Fixin' to Die Rag ». Cette œuvre de l'artiste expose de façon ironique le conflit armé de l'époque, de sorte que la population américaine n'a pas vraiment idée pourquoi celle-ci envoie des jeunes hommes en âge de combattre dans le pays d'Asie et que l'État tente d'afficher le conflit comme une situation sans ampleur qui ne mérite pas d'être réfléchie. En ce sens, les jeunes hippies sont parmi ceux qui s'en rendent compte et qui s'opposent directement à cette guerre. Ces individus sont tous des figures marquantes du mouvement Peace and Love impliqués dans la contestation de la société moderne américaine. Le nombre d'acteurs importants de ce mouvement est fort supérieur à ceux-ci. En outre, au niveau de l'émancipation de la femme dans la société, sous la dimension féministe, une grande partie de la gente féminine occidentale revendique la manière dont la place de la femme dans la société est intégrée. D'ailleurs, les femmes ont été dans le devoir de prendre la place des hommes et d'assurer leurs fonctions quand ceux-ci étaient au front lors de la Seconde Guerre mondiale. De ce fait, cette situation a pu prouver aux sociétés patriarcales que les femmes étaient bel et bien en capacité d'exécuter plusieurs tâches que les hommes devaient accomplir. Ceci dit, le modèle en tête de la quête féministe dans le monde est nécessairement Simone de Beauvoir, la femme célèbre du philosophe Jean-Paul Sartre. Pour continuer dans la sphère musicale de la contre-culture, le groupe Pink Floyd est une figure marquante aussi de la musique de l'époque Peace and Love par leur création de rock psychédélique, dans lequel on ressent leur ouverture à un monde spirituel particulier auquel s'attachent grandement les hippies. Pour terminer, en fait, vous nous parlez beaucoup du mouvement Peace and Love aux États-Unis, mais qu'en est-il d'ici au Québec? Plus précisément, de quelle façon le mouvement Peace and Love était présent au Québec? Oui, bien sûr. Comme aux États-Unis et partout dans le monde, les jeunes Québécois y désirent se faire entendre et s'éloigner du mode de vie traditionnel des générations précédentes. D'ailleurs, un reportage intitulé « Les hippies de Montréal » ayant été diffusé le 25 juin 1968 présente différents hippies montréalais et leurs critiques et leurs ambitions. On remarque qu'elles sont pratiquement identiques à celles des Américains. En effet, les jeunes hippies québécois veulent à tout prix rompre avec la société de consommation de l'époque et vivre de façon primitive. Alors, les policiers, ils ont commencé à me poser, essayer de me poser des questions, puis à m'influencer de la façon que je perdais ma vie, que j'étais pas utile à la société. Et je suis bien content, je veux dire, c'est ça que je veux. Je veux les fucker ben raide. Je veux dire, je veux pas d'aucune utilité. D'absolument aucune. L'utilité que je vais l'employer ailleurs, certain. Si vous n'êtes pas paresseux, vous êtes un peu lâche. Par rapport à quoi? Par rapport à une société qui consomme, qui va se faire tuer au Vietnam, qui travaille de 9 à 5, qui après ça, qui va se pacter, puis qui fait des enfants à sa femme, puis qu'enfin tout va mal, puis il y a des batailles, tout le monde se fait casser la gueule, puis en fait, c'est plus possible. Je suis lâche par rapport à quoi? Parce que je veux pas faire partie de ça. Non, je suis pas lâche du tout. Je suis bien plus courageux que vous qui travaillez, qui en êtes salarié, puis qui vivez à l'aise, puis moi, je vais avec pas d'argent créer d'autres villes, puis d'autres affaires. C'est bien moins lâche. Ça prend bien plus de sincérité. Mais moi, ce que je veux faire activement parlant,
c'est justement ce que je viens de nous expliquer, cette histoire de commune, cette histoire de créer une société nouvelle, puis de rejoindre l'esprit de tribu, l'esprit primaire de contact physique, de contact humain, en fait, de calumet de paix. De plus, le désir de se découvrir réside, tout comme les Américains, dans la musique et l'usage de drogues telles que la marijuana et le LSD. Aussi, à cette époque, le nationalisme se veut de plus en plus important au sein de la jeunesse québécoise. Effectivement, le nationalisme québécois, c'est un point distinct de la contre-culture américaine. Les jeunes Québécois se sentaient plus puissants que jamais. Par leur force du nombre, ceux-ci avaient espoir de pouvoir réellement avoir un impact sur cet enjeu qui est la question nationale. De notre côté, plusieurs musiciens et écrivains ont eu une grande influence sur les hippies au Québec. De ce lot, on distingue notamment Jean-Pierre Ferland, Richard Séguin et Serge Fiori, qui par leurs œuvres ont grandement contribué à solidifier et à unir la communauté hippie au Québec. C'est donc tout pour cette entrevue portant sur le mouvement contre-culturel des États-Unis, mais plus précisément sur le mouvement Peace and Love aux États-Unis. Nous remercions sagement Mathis Sazville et Samuel Degrasse pour avoir accepté notre invitation à cette entrevue. Merci beaucoup et bonne journée.